Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Et bonjour Michel Bernier. Bonjour. C'est un super plaisir de vous recevoir à chaque fois. On est ravis. Très heureux de vous avoir. Alors on va parler de ce rôle très spécial, très à contre-emploi, j'ai envie de dire, dans lequel on va vous retrouver. Coup de sang demain soir intense, hein. sur France 2 à 21h. Vous allez cartonner, vous êtes aux côtés de David Kamenios. On va en parler dans un instant. Vous êtes également en spectacle, en tournée vive demain. C'est toujours là aussi une immense joie de vous retrouver sur scène. Donc voilà, bonheur ce matin. Allez, bonheur, jeudi 2 décembre. Intensité. Voilà la deuxième case du calendrier de l'Avent aujourd'hui. Michel Bernier. Gilles, la question du jour. Alors la question du jour est beaucoup moins drôle. Je vous remercie pour enchaîner derrière. La question, non, mais c'était pour enchaîner. La question du jour, elle est sur les affaires actuellement de Nicolas Hulot, de Margot Pineau. Vous savez, cette judoka qui a pris la parole par rapport à son mari qui aurait été violent. Alors, on voit son visage. Oui, mais vous avez vu le visage du mari, d'Anna Schmidt. Oui. Donc, moi, je prendrais pas parti, surtout qu'il y a eu déjà un premier jugement dont elle fait appel. Mais comprenez-vous que finalement, la parole des femmes se libère plutôt dans les médias que dans les prétoires. On vous pose la question sur Sud Radio, oui à 82% pour l'instant. Ça commence à voter, on vient de mettre la question à Valérie. Non à 18%, vous en pensez quoi ? C'est-à-dire que le problème, c'est que les prétoires, on a l'impression que c'est long, qu'on va pas y arriver, qu'il va falloir raconter 50 fois la même chose avant que les décisions soient prises. Donc c'est la lenteur de la justice, je pense, qui fait qu'on a cette sensation et que effectivement les médias se précipitent sur ces affaires-là. Mais bien sûr que la parole doit se libérer, évidemment. De toute façon, je veux dire, toutes les femmes que je connais, quand on se parle de ça, il y en a pas, j'en connais pas une qui, à un moment ou à un autre de son existence, n'a pas été confrontée à un individu un peu lourdingue et harceleur. Et parfois plus. Alors je dis pas à chaque fois des gens qui sont violents ou des violeurs, mais on a toutes été au moins une fois confrontés à des individus pas très bien. Et puis dans des situations souvent de hiérarchie, c'est ça la question. Où vous vous retrouvez dans une situation où c'est compliqué de dire non de façon violente. Et surtout, c'est toujours le pouvoir de la séduction dans le pouvoir, effectivement, le charisme des gens, la façon dont ils sont ensuite des prédateurs, c'est-à-dire qu'ils repèrent vite les fragilités des autres. C'est un peu le problème des sectes, enfin de tout ce qu'on sait. Ils choisissent leur proie. On va choisir la proie. Après, moi, j'ai été longtemps allongée sur un divan chez un psychanalyste et qui en fait, elle m'expliquait que quand on se sent protégé chez soi, c'est comme ça, on se sent protégé par ses parents, on est moins des proies possibles. C'est-à-dire qu'on arrive mieux à se défendre avec l'extérieur parce que on sait que chez soi, il n'y a pas de problème. Quand les gens sont fragilisés dans leur antre familial, ils sont fragiles partout. Et donc, ils sont vite, facilement influençables, détectables. Quand on ne va pas très bien chez soi, quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, quand on est... et puis on y a une pression, il y a tout ça, on n'ose pas dire non. Maintenant, par exemple, sur les tournages, il y a une charte... il y a des référents. Voilà, il y a des référents à anti-harcèlement, etc., quels qu'ils soient, d'ailleurs moral ou sexuel. Et moi, je me dis toujours que c'est formidable d'avoir fait ça. Après, à quel moment une jeune fille ou un jeune homme, je veux dire, aujourd'hui, va oser, si c'est quelqu'un de très connu, avec qui il partage l'affiche ou un moment, de se dire, est-ce que je vais quand même dire que machin ou bidule a essayé d'être harcelant avec moi. Mais ça veut dire qu'on avance, ça veut dire qu'il faut que les mamans, aujourd'hui, les futures mamans, apprennent bien à leurs filles qu'elles n'ont pas à avoir peur, qu'il faut dire non et quitte à... Et puis que les garçons aussi soient éduqués. Que les garçons soient éduqués en disant non, c'est non. Non, c'est non, mon chéri. Si la dame ou le monsieur veulent pas, on force pas. C'est bizarre que ce soit vous qui disiez ça, la fille du professeur Choron qui montrait des nanas à poil, qui jouait avec ça. Alors, il faisait pas que ça, déjà. Et puis moi, j'ai été élevée, j'ai été protégée énormément. Par exemple, moi je sais que je n'assistais par exemple
jamais aux réunions de bouclage, etc., parce que ça leur appartenait, que je n'avais rien à y faire en tant qu'enfant, ni adolescente, ni même plus tard, que je l'ai compris, que j'avais une mère aussi, ma maman, qui m'a beaucoup protégée, et puis il y a un bouquin qui vient de sortir d'ailleurs sur Charlie Hebdo avec les femmes. Je pense que même si comme ça a l'air je pense que ça a participé beaucoup à des choses qui sont ne serait-ce que la contraception, l'avortement, les mêmes droits, etc. Même s'ils étaient évidemment un peu plus machos que ce qu'on pouvait imaginer. Et puis c'était l'époque aussi. Mais franchement, moi j'ai été très protégée par mes parents et je pense que c'est important. Oui, mais j'ai vu Gérard Collin nous a apporté le Réserve qui vient de ressortir. Oui. Le vieux dégueulasse, il dit quelque chose aussi. Hein. Il y avait un message. Évidemment. C'était quelque part assez. Mais c'était déjà choquant, mais il y avait aussi parfois des messages très féministes, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Derrière le fait de choquer, c'est aussi quelquefois attirer l'attention. Ouais. Et je me rappelle de dessins de Réserve, par exemple, qui était pourtant un écolo des débuts, faisant un dessin en disant moi je suis qu'une femme qui disait oui d'accord, c'est peut-être pas très bien de prendre sa voiture, mais au moins dans ma voiture je suis pas harcelée, on me met pas de main au cul, on me pique pas mon portefeuille. Donc c'était aussi une manière de et c'était fait à la Réserve évidemment, mais je pense que c'était aussi déjà des prémices de pistes à suivre, quoi. Gilles, on passe au zapping. Sud Radio 10h midi média, l'instant zapping. L'Autriche a franchi le Rubicon, l'Allemagne et la Belgique y réfléchissent sérieusement. La vaccination obligatoire va-t-elle devenir la norme, comme l'aimerait l'Union européenne? Hier, le docteur Valéry Jean-Michel Desfrécy, médecin à la tête du Conseil scientifique, n'y croit pas trop pour la France. Il était devant la commission de l'Assemblée nationale. Quand vous avez une petite mamie qui vous dit qu'elle ne veut pas se faire vacciner, qu'elle voit personne à 84 ans, eh bien, que fait-on? Que fait-on? Alors ça pose la question de l'obligation vaccinale. Je ne devrais pas vous répondre parce que c'est une décision qui est éminemment politique. Si on passait une obligation vaccinale, vous croyez qu'on va leur envoyer les gendarmes? Hein? Et comment on le contrôle? Bien sûr que la santé et la primauté sur la santé est un élément essentiel. Mais est-ce qu'on doit, je dirais, nous priver quand même d'une certaine forme de liberté? Voilà. Ça vous fait réfléchir. Non, je voyais concentré. Non, j'écoute. Hier, sur Paris Première, Laurence Haïm, correspondante aux USA, face à Gérard Miller, a alerté sur ceux qui rigolent sur les partisans de Zemmour. Ce sont les mêmes qui rigolaient sur Trump. Vous pensez que les 14 ou 15% de gens qui votent pour Zemmour, ils sont ridicules? Ah non, je ne crois pas qu'ils soient ridicules. Non, mais pendant la campagne Trump, à un moment donné, Hillary Clinton, en 2015, a parlé des gens qui votaient pour Donald Trump en les appelant les minables. Oui. Ok. Bah oui, mais tous les démocrates, après, ils appelaient tout le monde les minables, etc. Et ben ces minables, ils ont élu Donald Trump. Bien sûr. Voilà. Un moment fort dans C'est à vous qui recevait la comédienne Françoise Fabian qui a parlé de son engagement pour l'euthanasie et vous allez voir, alors c'est la fameuse comédienne, vous savez, qui a une mèche blanche sur ses cheveux. Et bien, comment une beauté. Et vous allez voir que cette mèche a un lien avec son combat. Je veux défendre l'euthanasie choisie. Moi, ma mèche blanche, c'est l'euthanasie. J'ai euthanasié mon père. Et le lendemain, j'avais une mèche blanche comme ça. Il souffrait tellement. Je n'avais rien à lui donner. J'étais dans un état de désespoir total. J'ai tout de suite compris. Je ne lui ai plus donné de médicaments. Au bout de 3 jours, il était mort. Et il a su ce que j'avais fait. Il m'a prise dans ses bras. Il a fermé ses yeux. Il m'a embrassé sur les lèvres. Et il est mort. Et ben ça, c'est une belle histoire d'amour. Vous l'aviez vu hier? Non, je ne l'ai pas vue hier, mais Françoise, oui, j'ai la chance de la connaître. Et elle m'avait raconté cette histoire extrêmement émouvante. Et puis, oui, bien sûr, c'est des moments compliqués dans une vie. On reste toujours l'enfant de ses parents, quel âge qu'on est, évidemment, sont des moments compliqués, mais je pense que ceux qui le décident doivent pouvoir le décider avec toute tranquillité et évidemment
il faut que ce soit protégé, surveillé, etc. On peut pas laisser les gens faire n'importe quoi, évidemment. Mais il faut dire qu'il faut anticiper aussi. Hein. C'est le fils de Maria Pacôme qui avait raconté que sa mère a énormément souffert à la fin de sa vie, qu'elle a dit je veux mourir, sauf que c'était trop tard. Elle ne pouvait plus. Il faut le faire quand on est encore sain. Voilà. En tout cas, on devrait un peu comme à une époque où on décidait de donner ses organes ou pas, on devrait pouvoir le décider devant un notaire, devant je sais pas quelqu'un qui soit. On peut le faire. Les directives anticipées, ça permet de le faire. Je veux faire comme ça. Ah, la jeunesse qui se mobilise. Et oui, enfin, toujours à défiler, à combattre pour des convictions fortes comme Raphaël et Claire qui se battent pour avoir de la raclette à la cantine du collège de Saint-Martin-en-Moselle. Et oui, c'est la lutte, on vous soutient les filles. Ces 4 collégiennes qui ont réclamé à l'administration scolaire de la raclette dans leur assiette. On voulait faire quelque chose d'original et puis on pensait que ça plairait aussi, que ça ferait rire. C'est surtout pour faire rire au début, dans le contexte du masque et tout, on pensait que ce serait amusant. En chaussettes ou en claquettes, j'aime la raclette. Avec elle, c'est la fête, j'aime la raclette. Envisager une raclette pour 500 personnes, c'est pas dans le quotidien d'un établissement scolaire. On a eu des propositions de prêt pour du matériel et on a la possibilité maintenant sérieusement de pouvoir le faire. Le repas tant attendu devrait avoir lieu le 13 décembre. Comme quoi la lutte, ça marche. Bien sûr, et l'humour. Voilà. Vous soutenez, j'espère, cette initiative. Je suis au taquet pour la raclette, partout. Hashtag je suis raclette. Ah oui, hélas. On aime bien la raclette. Et pour finir hier, alors, beaucoup de gens ne s'en sont pas aperçus. Hein. C'était la journée internationale de lutte contre le sida. Entre Zemmour et l'Omicron, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Toutefois, hier, M6 a fait un carton en diffusant le film consacré à Freddie Mercury, qui était mort du sida il y a 30 ans, Rhapsody bohémien. Et je vous ai mis les 30 premières secondes du film et vous allez voir, c'est en musique. Voilà, c'est autre chose que Barbara Pravi. Je suis pas fan de Barbara Pravi. Voilà. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant avec Michel Bernier pour parler de ce rôle très fort ce soir, demain soir, sur France 2, Coup de sang dans la France 2. Tenez-vous. Voilà, troublé par Freddie Mercury peut-être. Allez, à tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Sud Radio 10h midi, média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Michel Bernier, que vous retrouverez demain soir sur France 2 dans une formidable fiction, Coup de sang. Michel Bernier aux côtés de David Kameno. C'est un rôle très fort et différent de ceux dans lesquels on a pu vous voir. Oui. C'est un rôle sombre. Pourquoi on a pensé à vous? Oui, non, mais d'abord, vous êtes comédienne avant tout, donc vous pouvez tout jouer. Mais, bien sûr, bien sûr, oui, j'espère en tout cas. Mais écoutez, des fois, comme ça, il y a des gens qui ont des fulgurances et qui se disent, pourquoi pas elle? Parce que je pense aussi que certainement, l'âge aidant, ce sont des personnages qui, tout d'un coup, ont un passé, une profondeur, quelque chose qui peut se transmettre et se voir. Cette femme, elle a un peu oublié sa vie de famille au profit d'une vie plus sociale et politique. Elle s'occupe tellement des autres qu'elle n'a plus le temps de s'occuper de sa propre famille. Et je pense que ça fait partie des femmes qui ont eu peur avec la maternité, qui ne savaient pas quoi faire de ces sentiments-là, qui n'ont peut-être pas été très aidées par leur conjoint. Et donc le fils qui est joué donc par David Kameno, lui a traversé toute cette vie avec des difficultés à exprimer ses sentiments. C'est un homme qui a une vie sentimentale très très dure et qui s'en sort pas. Et quand sa fille, donc la petite fille de mon personnage, est retrouvée assassinée, tout d'un coup tout ressort et
chez elle et chez lui. Et que, évidemment, ce drame-là va les obliger à se parler, alors qu'ils ne se parlent pas du tout, qu'ils sont vraiment chacun dans leur certitude. Elle continue à être une militante active, et lui, il est rentré dans la police. Et comme elle lui dit dans le film, en fait, t'as fait ça pour m'emmerder, quoi. Et en fait, c'est tellement de non-dits entre les deux qu'ils vont finir par être obligés de se parler, quoi. Alors Valérie, c'est des dialogues intenses. Il y a même une scène entre vous dans la cuisine, parce qu'on a eu la chance de le voir avec Valérie. Vous avez une scène de face à face juste incroyable, et très puissant, très puissante, pour que nos éditeurs se rendent compte de l'ambiance du téléfilm, qui a une ambiance bien particulière. Voici la bande-annonce. Demain soir, inédit. C'est bien votre petite fille, Justine. Qu'est-ce que tu viens foutre là, putain? Tu disparais pendant des années. Tu reviens au pire moment de ma vie. Je t'ai fait quoi, moi? Je comprends pas ce qui s'est passé. Tu la tues, tu paniques, tu te barres. Il en est incapable, je le connais. C'est le fils de ta grande pote Chantal? J'ai peur qu'il le fasse craquer. Sous pression, tu peux dire n'importe quoi. C'est lui, je sais que c'est lui. Il tourne autour de ma petite depuis qu'ils sont gamins. J'ai jamais senti ce gosse. François, ça peut pas être lui! Arrête! Ferme-la! Le meurtre d'une jeune fille déchire une famille et la colère monte d'un cran. Coup de sang, demain soir à 21h05 sur France 2. C'est fort, hein. Vous le dites, avec l'âge, il y a aussi une dimension tragique que les réalisateurs perçoivent peut-être dorénavant chez vous. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de profondément humain. Moi, j'ai la chance de vous connaître en dehors des plateaux. Et c'est vrai que vous avez quelque chose de sensible, d'humain et une personnalité très forte. Oui, non, mais vous n'avez pas. En même temps, je pense que à travers bientôt 35 ans, si c'est pas plus de carrière, je pense aussi que d'avoir apporté, en tout cas, moi j'ai essayé de travailler d'une manière la plus sincère possible, et puis aujourd'hui. J'ai pas peur de vieillir. Ça m'amuse pas, mais je fais le constat tous les jours en me disant, faut vivre avec, et que vivre avec, c'est aussi ne pas tricher. Et je pense que dans ces personnages-là, on a besoin de comédiennes et de comédiens qui trichent pas, quoi. Et qui est du vécu. C'est ça, c'est ce que j'ai mal exprimé tout à l'heure. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est pas grave les rides, c'est pas grave les rondeurs, c'est pas grave, parce qu'on est dans quelque chose de tellement intense et de tellement puissant dans ces relations-là que le phare n'a pas lieu d'être. Et à partir du moment où moi je l'accepte, effectivement, je peux accéder à ces personnages-là. Vous tournez beaucoup plus même qu'avant, non? Ah, mais j'en reviens pas. Non, vous avez, oui, mais vous savez, alors les plus jeunes d'entre nous ne vont pas se souvenir de cette grande comédienne, je dis grande comédienne parce qu'elle était grande dans tous les sens du terme, qui s'appelait Françoise Roset, et qui était une comédienne qui a fait de la comédie, mais de la tragédie, qui était grande de taille pour l'époque et tout ça. Et mon professeur d'art dramatique m'avait dit un jour, j'ai 20 ans quand il me dit ça, tu seras Françoise Roset. Et moi, sur le moment, j'ai plutôt envie qu'on me dise tu seras Catherine Deneuve, mais bon, et en fait, ça résonne encore aujourd'hui dans ma tête, parce que je me dis, en fait, il avait pas tort. C'est-à-dire qu'il avait peut-être senti chez moi une espèce de progression comme ça dans mon travail d'actrice, qui fait qu'aujourd'hui, je peux avoir accès à ce genre de personnage. Le 20 décembre, il va y avoir un événement sur TF1 dans Joséphine Ange Gardien. Là, on part de l'autre côté. Je parle de l'autre côté, parce que le temps me presse et je voulais l'aborder. Les trois filles, l'ancien groupe, vous allez vous retrouver avec donc Isabelle de Botton, vous et Mimati, qui a eu l'idée. C'était bien le tournage? Vous avez beaucoup imaginé le retour des trois, les retrouvailles. Non, mais c'est ça qui est formidable, c'est que bon, d'abord on se voit évidemment en dehors du travail, on est restés très liés, très amis, et que on s'est tellement amusé à faire ça, se retrouver. En fait, on en parlait depuis un moment, et puis bon, on trouvait pas de scénario, on était un peu comme ça, on savait pas trop quelle histoire raconter, jusqu'au moment où la production de Mimi nous a dit, mais est-ce qu'on ferait pas un spécial Joséphine
Joséphine pour le 100e épisode avec les 3 filles. On a dit, bah oui, voilà, retrouvons-nous de cette manière. Et donc, on s'est beaucoup amusé. Et je pense que le scénario, c'est pareil. Il a un truc de tendresse et de rigolade. Je pense que le fait qu'on se retrouve toutes les 3 avec aujourd'hui notre vécu, notre passé, tout ce qu'on a pu traverser les unes et les autres, ça donne une dimension supplémentaire à l'épisode. Ça vous donne envie de remonter sur scène ensemble ou pas? Non, toutes les 3. Je pense que le problème, c'est que d'abord, on est extrêmement occupés les unes et les autres, et que voilà, on va pas faire des revivals. Voilà, il faut avoir l'énergie pour ça. Il faut réécrire. Enfin voilà, je pense que peut-être pourquoi pas, mais là pour l'instant, vous êtes très occupés. Vous serez également sur scène avec Vive demain. Enfin, vous êtes sur scène d'ailleurs. Pour nos auditeurs, vous serez le 18 décembre à Épernon. Vous serez à Saint-Étienne le 7 décembre, et puis Marseille pour nos auditeurs du Sud le 7 janvier, ça redémarre en janvier. Béziers le 8 janvier. Il faut vous voir sur scène parce que vous avez une tchatch incroyable, quoi. J'ai un extrait. Ah bah formidable. Oh, puis arrêtons de dire que tout a changé. Que nos parents regardent Michel Drucker il y a 50 ans sur un gros poste en noir et blanc. Ou nous aujourd'hui, sur un écran à LED incurvé dernier cri. Eh ben c'est pareil, on regarde toujours Michel Drucker. Manger, ça doit être une fête, et la fête c'est fait pour être ensemble. Et puis, à mon âge, si on commence à calculer le nombre de repas qu'il nous reste à faire avant de mourir, bah autant se faire plaisir. Et faire plaisir à nos asticots, oui. Alors parce que les vers qui vont bouffer les véganes, ils vont avoir des sacrées carences alimentaires. Voilà, ça c'est plutôt drôle. Les vers. Voilà. Les vers des véganes. Voilà. Vous emmerdez les véganes? Non, ça m'emmerde pas. J'aime pas les sectes. Donc bon, après chacun fait ce qu'il veut, mais le côté on était du sans gluten, comme si tout d'un coup c'était voilà, on est tous ceux qui en mangeaient, on était des pauvres gens, quoi. Et après moi j'ai pas de problème avec ça. Je suis très large d'esprit, j'ai aucun souci. Mais les obligations, tout d'un coup ces espèces de modes qui font qu'on culpabilise les gens en permanence parce qu'ils sont pas dans le droit chemin, les petits enfants vont bien. Mes petits enfants vont bien, ils sont en pleine forme, ils sont beaux comme des dieux. Vous les gardez souvent? Dès que je peux, voilà. Et puis le fait d'entendre mamie, c'est tellement bien. Et Charlotte est elle, on la retrouve sur TF1. Demain nous appartient. Et elle sera dans le prochain film de Charlotte de Turckheim. Voilà, Le Mince alors 2. Et j'ai une dernière question. L'artiste que vous êtes a peur du pass sanitaire, du masque par rapport à votre tournée et tout ça, tout ce que vous entendez en ce moment? Oui, on est obligatoirement touché par tout ce qu'on entend, mais écoutez, j'ai l'impression que les gens, le public est là. Voilà, ils ont leur passe sanitaire, ils mettent les masques. Moi, hier soir, j'étais au théâtre. On finit par se dire que si on veut continuer à vivre, à partager, à aller au spectacle, il faut le faire, quoi. Le temps qu'ils nous trouvent un truc qui fasse que, vous savez, on n'en parle plus de cette saloperie là. Mais il faut pas s'empêcher de vivre parce que c'est terrible. Voilà. Alors demain soir sur France 2, oui, il faut regarder Coup de sang. De toute façon, les fictions de France 2 cartonnent, voilà. Mais là, ce sera encore un plus gros carton. Vous êtes avec David Kamenios, le scénariste c'est Nicolas Kieff. Il faut formidable scénariste. Il faut les citer, on les oublie tout le temps. Christian Bonnet, qui est le réalisateur extraordinaire. Voilà. Et deux jeunes qui sont formidables. Oui, absolument. Voilà. Vraiment, si j'ai 2 secondes encore, on a tourné ça à Lyon 3 semaines. Il y avait encore le confinement, on n'avait plus les bistrots, on n'avait pas les restos, rien. On était dans une intensité comme ça, le décor, tout. C'est un peu. Ça aurait pu faire une pièce de théâtre. Complètement, mais il y a une intensité dans ce film. C'est sombre et en même temps intense et pas glauque. Non, pas du tout. Il faut le dire. Non, mais quand on dit sombre, maintenant ça fait. Sombre dans et puis Vive demain pour se marrer, évidemment. Sur votre site, on trouve tous les renseignements pour les dates pour nos auditeurs, pour les auditeurs qui nous écoutent. Voilà, le spectacle avant tout, quel que soit le prix, nous dit Yves, et Marie-Hélène se marre en disant excellent. Voilà, allez, dans un instant, on va passer à un sujet plus sérieux. On va parler des EHPAD et du Covid. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai.